Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans cette session. Bienvenue dans cette session intitulée Lobbying, sport de riche ou levier de croissance. Je suis Émilie Abel, je suis cofondatrice d'un startup studio qui s'appelle Imagination Machine, un startup studio for good. Chez nous, on crée des startups qui sont à la fois ambitieuses en termes d'impact et ambitieuses économiquement. On a créé des boîtes comme Beam Energy, Smala, Les Mini-Mondes, Jo, Good Steps et plus récemment des boîtes comme Prolong ou Zest for Life. Et ce matin, donc, on va aborder avec Hugo Weber, qui est VP Corporate et Impact chez Miracle, ce thème du lobbying à l'échelle d'une startup devenue scale-up. Alors, Hugo, je vais déjà tenter de te présenter, ce qui n'est pas très facile parce que comme tu me l'as avoué toi-même, il n'y a pas vraiment de fil rouge dans ton parcours. Tu as eu plein de métiers différents. D'abord sapeur-pompier, tu quittes ce métier malgré toi, tu passes ensuite par l'univers bancaire qui ne te passionne pas vraiment, et puis tu deviens journaliste et de fil en aiguille, tu deviens communicant, d'abord chez McKinsey, ensuite chez Danone. Chez Danone, tu crées toute la stratégie d'influence et de communication du groupe. Et en 2021, tu entres chez Miracle. Chez Miracle, donc Miracle, la plateforme spécialiste de toutes les marketplaces. Et tu diriges depuis ce jour de 2021 chez Miracle tous les sujets qui sont liés à la communication, aux relations presse, aux affaires publiques, aux médias sociaux et adossé à tout ça, tous les sujets d'impact social et environnemental de la boîte. D'abord, retour sur tes débuts chez Miracle. Tu arrives comme directeur de la communication et là, on te pose un dossier patate chaude sur le bureau dès le premier jour. Et là, toi, finalement, tu en viens à inventer ce métier du lobbying dans une start-up parce qu'il y en a besoin à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous raconter ces débuts-là ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous. C'est pas forcément le sujet le plus sexy quand on veut monter une boîte ou quand on est entrepreneur de parler de lobbying, mais je pense que c'est fondamentalement extrêmement important. L'histoire que tu racontais, Émilie, de dire que c'est effectivement la patate chaude qu'on m'a posée sur mon bureau, elle est complètement vraie. Le jour où je suis arrivé, j'avais ça de dossier qui était imprimé avec 3 lettres dessus, DSA. DSA, c'est l'acronyme d'une réglementation européenne qui s'appelle le Digital Services Act et qui vient complètement repenser la protection des consommateurs dans le numérique en ligne. Et en fait, ce sujet, il n'a pas été porté directement par Miracle. Ce n'est pas quelque chose auquel Miracle s'intéressait en tant que tel, ces sujets réglementaires. C'est nos clients qui ont posé cette question. C'est quoi les impacts du DSA sur mon activité que vous gérez chez Miracle ? Et en fait, je pense que c'est réellement le déclic de cette politique d'affaires publiques, de lobbying, d'influence, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle aujourd'hui, il y a plein de noms qu'on utilise, mais c'est finalement quelque chose qui est assez lié à ce que font toutes les startups, c'est mieux servir leurs clients. Et là, c'était réellement nos clients qui nous ont interrogés en nous disant, ben voilà, on a un texte réglementaire qui va arriver, ça va avoir plein d'implications sur nos marketplaces. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Quelles évolutions du produit Miracle vous allez devoir mettre en place pour que nous-mêmes on puisse être en conformité avec ce texte réglementaire? Comment est-ce que ça va se passer? Aidez-nous. Et en fait, ça a été un moment un peu révélateur parce qu'en ouvrant ce dossier, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de mauvaise compréhension de la part des pouvoirs publics du modèle de marketplace qui était très souvent assimilé à des gens comme Amazon, comme Chine, comme Temu, en se disant ben voilà, c'est des gens qui vendent des produits de mauvaise qualité, des produits contrefaits, des produits dangereux pour la santé. Et en fait, on va interdire tout ça, on va supprimer tout ça et on va tuer le modèle de marketplace. Parce qu'il y a des problèmes de sécurité dessus. Ben alors, oui, effectivement, sur certaines marketplaces, il y a des problèmes de sécurité, il y a des produits dangereux, il y a des produits contrefaits, tout le monde le sait. Est-ce que c'est le cas de 100% des marketplaces? Non, pas du tout. Vous avez plein de nos clients, des Maisons du Monde, des Decathlon, des Carrefour, qui utilisent le modèle de marketplace pour se battre à armes égales face à Amazon. Et finalement, en supprimant ce modèle-là, qui pose intrinsèquement un certain nombre de questions de société, on en vient aussi à toucher au business model d'entreprises françaises que tout le monde connaît
et qui ne pourront plus finalement se battre avec ces mêmes armes face à Amazon. Donc c'était vraiment un sujet business, ou en tout cas on l'a pris sous l'angle business dès le départ. Alors là, tu cites un premier exemple. Est-ce que tu aurais d'autres exemples récents de représentation d'intérêt que tu as mené pour Miracle ? Oui, et alors c'est la joie ou le malheur du lobbying, c'est quand vous ouvrez cette boîte, c'est réellement une boîte de Pandore et vous vous rendez compte qu'il y a tous les jours des nouveaux textes qui impactent les business models des boîtes, qui impactent la stratégie de croissance, le développement, le recrutement des gens. Deux exemples récents, vous savez, enfin, je pense que vous êtes tous au courant, il y a les discussions budgétaires au niveau étatique aujourd'hui. Je crois que c'est France Digital qui prenait sous l'égide d'Elsa tout à l'heure cette magnifique conférence. Il y a un vrai sujet aujourd'hui sur le financement de l'innovation. Le statut de jeune entreprise innovante, le statut du crédit impôt recherche va très frontalement impacter la capacité des startups, des scale-up françaises, européennes à innover. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on est extrêmement vigilant et on l'accompagne. Alors ça n'a peut-être pas sur le statut de JEI directement un impact sur l'activité de Miracle, mais mes fondateurs, les premiers employés de Miracle sont aussi à un moment donné des business angels, réinvestissent dans des startups, dans des plus petites sociétés, qui ont besoin de faire de l'innovation et qui ont besoin d'un support des pouvoirs publics pour faire de l'innovation. Donc même si ce n'est pas directement lié à l'activité de Miracle, on prend quand même notre part dans ce travail un peu collectif qu'on doit tous avoir, et ça j'en suis fondamentalement persuadé, pour finalement orienter les décisions publiques, les pouvoirs publics et les orientations budgétaires dans un sens qui favorise l'innovation et la croissance en France et en Europe. Tu me citais aussi un exemple, celui des BSPCE pour les salariés. Tu peux nous raconter un peu ? Ouais, alors ça c'est un sujet qui est beaucoup plus corporate pour le coup et qui est purement lié à Miracle, mais Miracle ça a plus de 10 ans maintenant, 12 ans très exactement parce que ça a été fondé en 2012. Il se trouve que le statut de BSPCE, j'imagine que beaucoup d'entre vous dans les startups, vous avez des BSPCE, vous ne pouvez plus distribuer de BSPCE quand votre structure a plus de 15 ans. Pour une entreprise comme Miracle qui en a 13 cette année, ça devient un sujet puisque dans 2 ans, on ne sera plus capable de distribuer des BSPCE à nos collaborateurs qui sont déjà chez nous, mais également aux gens qu'on veut attirer et qu'on veut recruter, avec un impact qui est très très important sur notre capacité d'attraction et d'attractivité des talents français et internationaux. Merci Hugo. Et alors, comment ça se passe ? Comment ça se matérialise au quotidien, cette activité de lobbying dans une boîte comme Miracle ? Est-ce que c'est une grosse équipe ? C'est quoi la posture aussi des fondateurs de Miracle à tes côtés sur ces sujets-là ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça ? Alors ouais, au départ ça a été très compliqué parce qu'on est vraiment une toute petite équipe et le thème de sport de riche, on y reviendra. Alors quand j'ai rejoint Miracle, on était déjà en série D, donc je pense qu'on faisait partie de ces équipes ou en tout cas de ces entreprises qui avaient beaucoup levé en France. Donc je pense qu'on peut être mis dans cette catégorie sport de riche. Après, comparativement à des entreprises des GAFA, on est clairement à la traîne en termes de montants investis sur le lobbying. Mais je pense pas finalement que le sujet, et on y reviendra j'imagine un peu tout à l'heure ensemble, que le sujet du financement du lobbying soit le plus critique. Je pense que c'est aussi un sujet d'éducation. En fait, l'un des premiers réflexes des fondateurs d'entreprise, et j'imagine que les gens de l'AVI, Thomas qui parlait tout à l'heure, a dû le voir aussi à un moment donné dans les décrets qui ont été passés sur notamment la labellisation des entreprises qui font des produits en végétal, ça a été très compliqué et ça peut tuer un business model. Et l'une des premières réactions que peuvent avoir des fondateurs d'une start-up, c'est de se dire mais en fait les pouvoirs publics n'ont rien compris. Il y a une espèce d'aversion à la réglementation en se disant mais de toute façon ils comprennent rien, ils sont là pour nous emmerder, ils sont là pour nous faire chier, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est vrai, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, mais le dire de cette façon, antagoniser les choses, ça ne fait pas avancer la machine et il faut prendre une partie d'éducation, de pédagogie à la fois avec les pouvoirs publics mais également avec ses CEO sur ces sujets en leur expliquant que les codes de l'Assemblée nationale, les codes du gouvernement, c'est pas forcément les codes des startups. Alors il y a des choses qui peuvent être effectivement un peu disruptées ou faites de manière un peu différente, mais il faut à un moment donné aussi respecter la mécanique démocratique qu'on a en France et qui existe pour protéger les citoyens français ou les citoyens européens au niveau européen. Et la réglementation, elle n'est pas uniquement faite pour contraindre la croissance des startups. Elle vient aussi protéger un certain nombre de choses, de valeurs, de
de principes démocratiques. Alors, oui, il y a souvent des impacts négatifs, mais il ne faut pas sous-estimer ça. Et la confrontation avec les pouvoirs publics n'a jamais apporté quelque chose de positif. Donc moi, je pense que l'un des premiers learnings que j'ai eu chez Miracle, ça a été vraiment de travailler à l'éducation, à la pédagogie de mes dirigeants sur cette question du lobbying, comment est-ce qu'on l'approche, et de ne pas être dans une antagonisation de ce qu'on fait vis-à-vis des pouvoirs publics. Sur le sujet équipe, qui est-ce qui incarne le lobbying chez Miracle aujourd'hui ? C'est les dirigeants et dans une moindre mesure, moi également. Et oui. On est une toute petite équipe, on n'a pas vocation à staffer des équipes de dizaines ou de quinzaines de personnes. Alors évidemment, on s'appuie sur des agences, heureusement qu'on les a. Mais non, c'est d'abord une boîte de croissance, donc c'est d'abord des profils qu'on va recruter qui sont plutôt dans les équipes de développement, que ce soit côté tech ou que ce soit côté sales, et après les sujets de lobbying. Mais non, c'est une petite équipe. Alors venons-en maintenant à notre sujet du jour. Le lobbying, est-ce un sport de riche ? Toi, tu as un avis assez carré sur le sujet. Je te laisse nous dire ça. Ouais, alors en fait, moi, la problématique qui était posée au travers de ce titre, elle m'a vachement intéressé parce qu'en fait, le lien entre le lobbying et le sport, il est assez marqué. D'abord, le sport, c'est fondamentalement quelque chose de démocratique. Vous n'avez pas forcément besoin d'être champion du monde pour faire du sport. Tout le monde peut en faire, et je pense que du lobbying, tout le monde peut en faire aussi. Deuxièmement, je me suis beaucoup interrogé sur cette problématique, et je repensais à un truc qui était tout bête, mais c'est quelle équipe a gagné la compétition de bobsleigh au JO de Vancouver en 88. Personne s'en souvient, mais tout le monde a vu Rasta Rocket, et tout le monde se souvient que l'équipe la plus pauvre du bobsleigh mondial a participé. Il y a eu un film sur eux. Et donc je pense que ça résume un peu effectivement ce sujet de est-ce un sport de riche, oui ou non. Oui, à un moment donné, si on veut jouer, il faut quand même mettre des moyens dessus. Maintenant, c'est pas parce qu'on a les moyens les plus importants qu'on finit premier sûrement. Est-ce qu'on est les plus impactants ou les plus influents ? Pas toujours. Après, je pense que finalement, le lobbying, tout comme le sport, c'est un vrai sujet de société. Et aujourd'hui, une société ou une entreprise ou une start-up qui est complètement déconnectée des enjeux de société, je me demande si elle n'est pas un peu hors jeu aussi. Et finalement, intégrer sa boîte dans des enjeux de société, et je reprends l'exemple de la vie tout à l'heure, l'évolution des régimes alimentaires, l'introduction des alternatives végétales, c'est des vrais enjeux de société. Donc effectivement, il y a une très forte dimension de croissance dans ces entreprises-là, mais il y a aussi à un moment donné un purpose, une raison d'être de ces entreprises qui est fondamentalement marquée et qui est un enjeu de société. Et moi, je relie beaucoup les enjeux de lobbying à la contribution sociétale des entreprises, et je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez fondamental. Ensuite, pour revenir à cette analogie sur le sport, c'est pas parce que vous n'avez pas les dernières Nike avec des plaques de carbone ou le dernier vélo à 10 000 € pour aller faire 10 km que vous ne pouvez pas vous mettre au sport. Ce n'est absolument pas une raison, et je pense au contraire que dans ce principe démocratique de contribution à un effort de réflexion ou d'orientation des choix politiques qui sont faits aujourd'hui, les entreprises, toutes les entreprises, celles qui ont les moyens, celles qui ont le moins de moyens, ont un rôle à jouer et ont un devoir de jouer ce rôle-là. Et enfin, peut-être pour terminer sur cette comparaison entre sport de riche ou pas, je voulais aussi insister sur... C'est pas parce que vous n'avez pas de moyens qu'on ne peut pas faire des choses de manière différente et porter un message. Et je rejoins beaucoup les points qui ont été mentionnés tout à l'heure dans la conférence, en tout cas sur le panel sur le gros hacking. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans le lobbying pour voir ça comme un vrai esprit entrepreneurial, voire même un vrai esprit sales. On n'a peut-être pas les moyens les plus importants chez Miracle pour faire du lobbying. En revanche, on a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est beaucoup d'idées et beaucoup de moyens pour rendre visibles ces idées-là, au travers de tribunes, au travers de plein de moyens pour s'exprimer et utiliser d'autres moyens que des moyens financiers pour émerger et influencer les pouvoirs publics.
Toi, par exemple, tu fais beaucoup de déplacements à Bruxelles et tu m'as confié que tu avais l'habitude d'aller là-bas toujours avec une casquette différente. Tu nous racontes ça? Ouais, je suis un grand fan des casquettes à message, c'est parce que j'ai plus de cheveux, donc je suis obligé de cacher mon crâne chauve, mais je le vis très bien, je vous rassure. Non, mais c'est un des marqueurs. Vous n'allez pas à l'Assemblée nationale, vous n'allez pas dans les ministères avec un sweatshirt de votre boîte. Alors bien sûr, vous pouvez le faire, j'ai pas de problème par rapport à ça, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de codes aussi qui sont à respecter, et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas casser ces codes-là. Moi, j'ai l'habitude de me balader avec une casquette et une casquette avec des messages, et donc dans les couloirs du Parlement européen à Bruxelles, je suis devenu le lobbyiste à casquette et systématiquement on me pose des questions. Ah, t'as mis quelle casquette aujourd'hui? C'est quoi le message que t'as dessus? C'est devenu un peu la running joke des lobbyistes de la tech à Bruxelles. Et finalement, c'est quelque chose qui fonctionne parce que le nom de Miracle a été associé à cette pratique de porter une casquette. Alors bien sûr, j'ai mon costume cravate, pas de problème, hein, je respecte toutes les règles et tous les codes du lobbyiste traditionnel, mais je le pimpe de manière un peu différente avec ma casquette. Et tu me confiais aussi que tu avais mis en place tes propres KPIs pour mesurer l'impact de ces actions-là. Ouais, alors pour le coup, c'est un KPI qui est très sales et je rejoins aussi l'autre personne qui était sur le panel qui parlait du nombre de personnes qu'ils ont ajouté sur LinkedIn. Finalement, qu'on soit sales ou qu'on soit lobbyiste, c'est un métier d'influence. D'un côté, ce qu'on cherche à avoir, c'est le maximum de deals. De l'autre côté, c'est d'influencer et d'amener des pouvoirs publics à une position qui est la plus proche de notre entreprise ou de notre fédération ou de notre association, peu importe, en tout cas de plus proche de notre vision. Et moi, l'un des KPI que je suis, c'est mon niveau d'expense, le nombre de déjeuners que je fais, le montant que j'ai dépensé. Alors pas parce que je veux inviter des gens dans des restaurants qui sont extrêmement chers, que des étoilés ou quoi que ce soit, non, absolument pas. Je considère simplement que le rôle d'un lobbyiste, d'un communicant, d'un sales, il n'est pas forcément d'être au bureau, de passer du temps à rédiger des mails, à rédiger des amendements ou à faire de la production de contenu. Il est plus d'aller porter ce message-là. Et finalement, vous ne pouvez pas influencer des personnes si vous n'avez pas l'écoute de ces personnes-là. Donc vous avez beau rédiger le meilleur email de cold calling, vous avez beau rédiger le meilleur position paper côté affaires publiques, si vous n'avez pas une connaissance fine des personnes à qui l'adresser et s'ils ne vous connaissent pas avant, ça reste lettre morte. Enfin, tu parlais de ma vie d'avant. Quand j'étais journaliste, je recevais 300 communiqués de presse par jour. Aucun journaliste n'ouvre 300 communiqués de presse par jour. La boîte mail d'un député, la boîte mail d'un conseiller ministériel, c'est exactement la même chose. Il en reçoit 300 par jour. Donc en fait, s'il ne vous connaît pas avant, parce que vous lui avez adressé la parole dans une conférence, parce que vous l'avez croisé, parce que vous l'avez alpagué sur un certain sujet, vous n'existez pas. Je rejoins aussi énormément l'autre point sur la prise des photos. Moi, quand je me balade dans les couloirs du Parlement européen, je prends pas des photos de stand, parce qu'il n'y a pas de stand au Parlement européen, mais je prends des photos des bureaux pour connaître les assistants parlementaires, pour connaître les équipes des députés européens, et je vais également leur parler. Je vais également les solliciter, leur envoyer un peu de contenu, déjeuner avec eux, prendre des cafés, et finalement faire ce travail d'influence qui est extrêmement important et qui ne peut pas être fait si vous ne connaissez pas les gens. Et travail d'influence défensif pour défendre un certain nombre de positions ou pour défendre vos clients quand ils sont mis à mal. Lobbying aussi offensif pour aller créer des opportunités. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que sont des exemples d'opportunités que vous avez créées ces 4 dernières années avec ce type d'action? Oui, en fait, le lobbying, c'est ça. Il y a un côté un peu défensif et il y a un côté un peu offensif par moment. Pardon, mais je vais revenir au cas de l'avis que je trouve pour le coup extrêmement intéressant. Mais le décret qui a été passé sur la labellisation de la viande végétale, on est purement sur un sujet de défense d'un positionnement marketing. Et si finalement l'AVI ou les autres entreprises des protéines végétales ne sont plus capables de mettre dans les rayons viande leurs produits, en fait, ils ne sont tout simplement pas achetés. Donc c'est un sujet purement défensif. C'est exactement la même chose chez Miracle quand dans les premières versions du DSA, du Digital Services Act dont je parlais, qui était l'un des premiers dossiers que j'ai dû à traiter, il y a des propositions qui visent à interdire le modèle de marketplace. On est purement sur de la défense de notre business model. Après,
pour le relier plutôt au côté croissance, parce que c'est l'autre thème, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle start-up, elle vient aussi à un moment donné concurrencer, disrupter un modèle qui est déjà existant, des forces en présence. Je pense à toutes les fintechs aujourd'hui. Les fintechs, elles se battent face à des très grandes entreprises de la banque. Et il y a un côté aussi un peu offensif du lobbying en disant, voilà, il y a par moment un certain nombre de régulations qui permettraient de libéraliser un secteur qui a été accaparé, alors pas forcément spécifiquement celui de la banque, mais qui a été accaparé par quelques acteurs. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant dans ce débat démocratique aussi d'utiliser le lobbying comme un levier de prise de conscience d'outils de compétitivité et de se battre face à par moment face à des quasi-monopoles ou des situations de quasi-monopole. Et précisément, on peut prendre l'exemple d'Amazon. Tu me citais les chiffres d'Amazon qui sont extrêmement présents à Bruxelles, démesurément présents par rapport à des acteurs même comme des scale-up comme Miracle. C'est quoi tes armes pour te battre face à des géants comme cela ? Alors oui, à Amazon, c'est les GAFA de manière générale. Alors ils ont apporté énormément de choses qui sont très positives pour la société, pour les citoyens. Il y a aussi des choses qui le sont peut-être un peu moins, et il faut le reconnaître. Maintenant, ils ont des pratiques de lobbying qui sont peut-être plus ancrées dans les modèles anglo-saxons qu'en Europe, avec des dépenses de moyens qui sont considérables. 1/5 des dépenses de lobbying à Bruxelles provient des GAFAM. 1/5. En moyenne, le montant moyen investi par des entreprises des GAFAM à Bruxelles sur du lobbying européen, c'est entre 5 et 6 millions d'euros par an. La conférence d'aujourd'hui s'appelle Zero to One. C'est aussi le titre d'un bouquin de Peter Thiel, qui était l'un des cofondateurs de PayPal et qui est un des plus gros lobbyistes de la tech américain. 2022, à titre personnel, il a dépensé 4 millions de dollars pour faire avancer ses thèses, son agenda politique. Donc oui, il y a clairement une notion d'investissement, de moyens dans le lobbying. Après, comme je le partageais tout à l'heure, moi je crois beaucoup à la notion d'idée. Je crois qu'on peut faire émerger un certain nombre de choses. Je pense qu'en Europe, on a la chance d'avoir une troisième voie numérique qui est très différente du modèle anglo-saxon, américain, Silicon Valley, et de l'autre côté du modèle chinois. Et je pense qu'au travers de nos idées, on peut complètement exister. Donc nous, on travaille beaucoup sur comment est-ce qu'on fait émerger ces positions dans des conférences comme ici. Moi, j'enjoins tout le monde aujourd'hui à considérer cette dimension de lobbying parce qu'on a tous intérêt à s'organiser collectivement. Et il y a des associations, notamment France Digital, qui jouent ce rôle de fédération et qui représentent les intérêts des startups. On a tous intérêt à travailler main dans la main dans la défense et la promotion de ce modèle numérique européen. Après, tu parles de moyens concrets, c'est des tribunes, c'est des papiers d'opinion, c'est d'utiliser LinkedIn aussi comme un outil d'influence sur les pouvoirs publics. C'est des choses qui marchent très bien. Peut-être question un tout petit peu connexe, mais comment est-ce que toi, tu conjugues aujourd'hui cette activité de lobbyiste pour Miracle et tous tes autres enjeux d'impact, diversité, inclusion chez Miracle? Comment est-ce que ces deux rôles-là se coordonnent? En fait, c'est une excellente question parce que c'est pas forcément des choses qu'on a pensées comme ça, mais en le post-rationalisant, en fait, ça revient à se poser la question de quel est le purpose ou quelle est la raison d'être de Miracle. Et donc, de pourquoi est-ce que je me lève tous les matins pour aller bosser pour cette boîte. Et dans la vision de Miracle qui a été posée par les deux fondateurs, Philippe Corot et Adrien Nussenbaum, ça a été de se battre face aux situations quasi monopolistiques qui sont posées par des géants du net aujourd'hui ou par des géants du web aujourd'hui qui sont très souvent basés dans la Silicon Valley, et d'offrir les outils technologiques à des boîtes européennes ou à des boîtes indépendantes aujourd'hui parce qu'on n'est plus totalement européen dans le coverage qu'on a, mais de leur offrir les outils technologiques pour se battre à armes égales face à cette situation de monopole. Et finalement, c'est là où moi je le raccroche et je le post-rationalise, c'est que mon activité de lobbyiste, et on peut penser ce qu'on veut, je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, les grands lobbies c'est méchant, c'est pas très sympa, ils visent que leur intérêt. Moi je suis convaincu que mes pratiques de lobbying que j'ai aujourd'hui, elles sont aussi très liées à cette raison d'être de Miracle, elles sont très liées au purpose de Miracle et elles se rapprochent très très bien à cette vision qui finalement est un enjeu sociétal. Et d'après ce que je comprends, tu as décidé aussi d'ancrer cette mission à travers la façon de faire ce lobbying-là, et notamment avec des enjeux de transparence très importants.
Ouais, ça a été aussi un moment un peu révélateur. Dans mes premières années au Parlement européen, il y a eu tout le scandale du Qatar Gate, donc du financement d'un certain nombre de députés européens par des puissances étrangères, enfin de l'ingérence étrangère. Et en fait, on a très souvent associé le lobbying à de l'ingérence. Et en fait, je trouve que c'est absolument nier ce qu'est le lobbying aujourd'hui, qui est en fait un exercice qui est fondamentalement démocratique et qui nécessite aussi d'être contrôlé. Donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre de régulations du lobbying. En France, vous êtes obligé de déclarer auprès de la haute autorité de transparence à la vie publique vos actions de lobbying. Moi, j'ai décidé d'aller un peu plus loin, c'est de publier l'intégralité des notes de position de Miracle, donc des sujets sur lesquels je vais essayer d'influencer les pouvoirs publics, de publier l'intégralité des rendez-vous que j'ai pu avoir avec les pouvoirs publics, donc avec les ministres, leurs cabinets, les députés, l'administration. Tout ça est public et je le dévoile en fait une fois par an dans un exercice de transparence que j'estime aujourd'hui nécessaire parce que c'est un peu le salut de ce métier de lobbyiste pour pas être considéré comme les bad guys en fait de ce monde-là. Donc un tips pour se faire entendre quand on n'a pas forcément des équipes démesurées pour être présent face aux acteurs nationaux ou européens. Est-ce que face à cette assemblée de personnes qui sont tous ou plus ou moins tous des entrepreneurs qui n'ont pas forcément des moyens énormes pour représenter leurs propres intérêts, tu aurais quelques tips à partager voilà, pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent aller défendre leurs intérêts les uns les autres? Ouais, alors on a la chance d'être à Nantes. Les gens à Paris utilisent un terme que moi je trouve absolument horrible, qui est celui des territoires. Donc ouais, on est dans les territoires. Dans les territoires, il y a aussi des députés dans les territoires. Et c'est bizarre parce qu'il y a quand même vachement plus de députés à l'Assemblée nationale qui viennent des territoires que de députés parisiens. Et l'un des premiers conseils que moi je donnerais, c'est effectivement de prendre à tâche, de se connecter, de discuter, d'échanger avec les députés de sa région, de sa circonscription, parce que eux-mêmes peuvent avoir un impact positif au niveau national. Et cet ancrage local me semble extrêmement important. Miracle, oui, on est une boîte parisienne, on a été créé à Paris, nos équipes sont à Paris et à Bordeaux depuis maintenant plus de 10 ans. Maintenant, l'impact qu'on a, il est largement plus important. En France, on aide plus de 15 000 PME ETI à vendre sur des marketplaces au travers d'un de nos outils qui s'appelle Miracle Connect. Et tout ça, c'est de la croissance pour des PME locales. Donc nous aussi, en tant que boîte parisienne, on a cette obligation d'aller dans les régions, dans les territoires, pardon, je déteste cette expression, mais d'aller voir les députés locaux qui font la loi. Merci beaucoup Hugo. Avec Hugo, on s'est dit qu'on allait laisser la dernière question à l'auditoire. Donc s'il y en a une, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est toujours le moment où personne n'ose poser de questions. Super. Bonjour, merci pour la conférence. Vous connaissez sûrement l'adage les US créent, la Chine copie, l'Europe régule. Avec l'élection de Trump, on voit qu'on a de plus en plus de pression sur les Européens pour déréguler. C'est quoi votre point de vue, sans langue de bois, sur ce qui va se passer dans les semaines à venir ? Bon courage. Sans langue de bois, je pense que l'Europe, elle a beaucoup trop régulé, beaucoup trop vite, sans se poser réellement les bonnes questions de l'impact que ça a sur la croissance des boîtes. Nous, très simplement, chez Miracle, chaque texte réglementaire, c'est 1 million d'euros d'investissement pour mettre en conformité notre produit. Je ne sais pas s'il y a des devs dans la salle aujourd'hui, mais un dev, au-delà du coût financier que ça peut avoir pour une boîte, il y a un coût humain qui est monstrueux. Le coût humain, il est très clair. Nous, on est obligé de faire tourner nos squads qui travaillent sur les projets réglementaires de mise en conformité, sinon ils démissionnent et ils partent ailleurs. Enfin, ce n'est pas des projets de croissance, c'est des trucs qui sont très chiants à faire. Donc, j'espère que le 26 février prochain, je crois qu'il y a la publication d'une loi qui s'appelle Omnibus sur les questions de simplification et de pression réglementaire en Europe, qu'on va revenir à des vrais sujets de compétitivité, sans pour autant oublier les sujets et les valeurs européennes, notamment l'engagement du Green Deal. Je pense que c'est des choses qui ne sont absolument pas à oublier. Et trouver le juste milieu entre
capacité d'innovation, réglementation, protection des intérêts des consommateurs et des citoyens européens au travers de problématiques de société, encore une fois, qui sont portées par le Green Deal, c'est quelque chose qui est absolument pas évident. Mais j'ai bon espoir qu'on y arrive quand même. Enfin, moi, je suis un Européen convaincu, donc j'espère que l'Europe arrivera à trouver un moyen de faire cette troisième voie numérique, cette troisième voie démocratique qui n'est pas tout à fait la même qu'aux US et qu'en Chine. Merci beaucoup Hugo, on va conclure là. Merci beaucoup.